Faites confiance à l'Ukraine pour prendre des décisions spectaculaires afin de nuire au Kremlin. Mais tout comme il y a déjà eu de nombreux moments décisifs auparavant, Kiev approche à nouveau d'un carrefour concernant la suite à donner à sa campagne aérienne. Ce sont plusieurs points de pourcentage du PIB russe qui sont en jeu, la stabilité politique à Moscou, peut-être même la capacité de l'Ukraine à maintenir des opérations offensives, et la possibilité pour les soldats en première ligne de simplement manger. Alors aujourd'hui, je veux discuter des 4 options les plus évidentes qui s'offrent à l'Ukraine alors qu'elle réfléchit aux prochaines étapes de sa campagne aérienne. Et pour préciser davantage le sujet, je parle de choses qui pourraient se produire dans le mois à venir, à peu près. Cette restriction exclut les frappes contre l'approvisionnement intérieur de la Russie, en électricité et en chauffage, dans le but littéral de geler l'ennemi. Je suis sûr que nous discuterons de cette option dans un autre format très bientôt. Quoi qu'il en soit, cela nous laisse avec les options suivantes. Premièrement, augmenter la pression sur les raffineries russes. Deuxièmement, élargir les frappes contre Wildberries. Troisièmement, passer à une campagne visant les capacités de frappe russes et cibler les propres missiles balistiques de la Russie. Pour la dernière option, nous allons discuter de l'approvisionnement alimentaire de la Russie. Un sujet qui reçoit peu d'attention malgré une frappe apparente précédente. Ensuite, j'aurai une brève remarque sur le fait que cette conversation sert en réalité de préface à une réunion stratégique plus délicate que le Kremlin tient en ce moment. Mais le premier point à l'ordre du jour aujourd'hui concerne les raffineries russes et les autres infrastructures pétrolières. Et même si cela peut sembler être un choix évident, étant donné que cela occupe l'attention de tout le monde depuis plus d'1 an, il y a certaines subtilités dans ce qui se passe. Regardez cette récente actualité. Les drones ukrainiens ont frappé une grande raffinerie russe à 800 miles, soit environ 1300 km, depuis la frontière. C'est un événement important, avec 82 médias qui l'ont couvert dans les 5 heures suivant la diffusion de l'information. Mais laissez-moi vous montrer certains des avantages à découvrir cette histoire grâce au sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Ground News. Avoir ne serait-ce qu'un résumé de l'histoire ci-dessous est très important, étant donné que les titres des médias modernes ont évolué vers des récits trompeurs et racoleurs. 2,7% de la capacité totale de raffinage. Gardez cela en tête pour plus tard. Mais Grand News permet aussi, vous savez, de lire les articles provenant de différentes sources et d'approfondir ce que vous apprenez sur le sujet. Quant à la diversité, Grand News répond à ce besoin grâce à sa fonction angle mort. Ce sont des histoires qu'un côté du spectre politique ne couvre pas. Au fait, il s'agit de la Chine qui achète un bâtiment à quelques pas de la Maison Blanche, et non pas de la Chine qui achète des marches provenant de la Maison Blanche. Et si ce n'est pas un argument pour lire au-delà du titre du média d'origine, je ne sais pas ce que c'est. Et en allant sur grand.news/linesonmaps, ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier d'une réduction fantastique de 40% sur le plan Vantage, ce qui vous donne accès à toutes ces fonctionnalités, et bien plus encore. Mais malheureusement, vous ne recevrez pas physiquement des marches venant de la Maison Blanche. Néanmoins, merci encore à Grand News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'argument séduisant contre les raffineries est celui des rendements marginaux décroissants. Bien sûr, les dégâts s'accumulent, mais atteindre de nouveaux objectifs devient plus difficile, parce qu'il faut commencer à traverser le plus grand pays du monde. Il vaut mieux chercher quelque chose de nouveau dans la portée actuelle des missiles et des drones, et sans autant de défenses déjà mises en place. Cependant, cet argument présente quelques faiblesses. D'une part, la Russie peut réparer les raffineries plus rapidement qu'il n'y paraît. Malheureusement pour l'Ukraine, les cibles les plus faciles sont aussi généralement les plus simples à réparer. Cela n'aide pas que les drones aient causé la majeure partie des dégâts, et ils offrent moins de puissance de feu qu'un véritable missile. Mais le plus gros problème dans le système, c'est la capacité inutilisée. Vous verrez des gros titres accrocheurs comme « L'Ukraine met hors service 38% de la capacité de raffinage russe ». Eh bien, même si vous considérez comme acquis que tout ce qui a été touché est effectivement à l'arrêt, la capacité n'est pas la production, et la production est le critère clé. Avant la campagne de frappe, environ 1/5 de la capacité de raffinage russe était à l'arrêt, en partie pour ménager les équipements plus anciens, et en partie à cause d'un manque de brut. Ainsi, mis à part la victoire de propagande pour l'Ukraine,
Le principal effet initial des frappes a été de transférer la charge de travail vers la capacité inutilisée. Le véritable coût résidait dans les réparations et dans la gestion de la logistique nécessaire pour réorganiser les réseaux pétroliers. Ainsi, là où l'on a constaté des pénuries de carburant au début, c'était parce que les équipes logistiques échouaient, et non parce que la Russie manquait de capacité de production. Les véritables problèmes sont apparus lorsque l'Ukraine a commencé à étendre ses frappes contre les raffineries à des cibles plus éloignées. À présent, la Russie fait réellement face à une véritable pénurie. Cependant, l'Ukraine ne pouvait pas passer immédiatement à cette étape, car des frappes plus en profondeur nécessitent une plus grande confiance dans le fait que les défenses aériennes n'abattront pas tous les drones et missiles entrants. Étant donné que nous avons enfin atteint cette phase, l'argument en faveur de la poursuite des frappes contre les raffineries est que l'Ukraine vient tout juste de commencer à récolter les véritables bénéfices de cette campagne. Nous ne sommes pas confrontés à un problème de rendements marginaux décroissants, alors pourquoi s'arrêter? Un dernier point à propos du pétrole, et pour continuer sur le thème de ne vous arrêtez pas aux gros titres, cette option n'est pas en conflit avec la politique des États-Unis. Peut-être avez-vous vu les rapports selon lesquels Vance intervient pour arrêter les frappes ukrainiennes contre les pétroliers. Eh bien oui, mais cela passe à côté d'un point crucial. De quel pétrolier il s'agit? Et la réponse, c'est qu'il ne s'agit pas de pétroliers russes, mais de pétroliers non russes qui transportent vers les marchés internationaux du pétrole venant du Kazakhstan par un oléoduc passant par la Russie. Cela posait des problèmes aux entreprises américaines qui affrétaient des pétroliers pour ce pétrole, ainsi qu'à la stabilité des prix du pétrole pour les marchés occidentaux qui en ont généralement dépendu, et aux efforts plus larges de l'Occident pour éloigner le Kazakhstan de la coalition russe. Notamment, l'administration Biden a déconseillé de frapper non seulement ce pétrole kazakh, mais aussi tout élément du secteur pétrolier russe. En revanche, aujourd'hui, l'Ukraine peut continuer à frapper toutes sortes d'autres cibles, conformément à le cadre de sanctions convenues au niveau international, sans se retrouver mêlée à une querelle avec l'administration Trump. En deuxième position sur la liste, et toujours dans le thème du maintien du statu quo, il s'agit de se concentrer sur les centres de distribution du commerce de détail en ligne. J'aurais pu simplement dire Wildberries, puisque la plupart des gens savent maintenant que cette entreprise au nom de fruits est l'équivalent d'Amazon en Russie. Et si vous ne saviez pas, voyez-vous comment j'ai écrit ce script pour l'établir naturellement? Mais je ne veux pas limiter cette discussion à une seule entreprise. En se concentrant uniquement sur Wildberries, cependant, il y a encore beaucoup de choses que l'Ukraine peut faire, car la baisse des rendements marginaux reste ici limitée. Gardez cela à l'esprit pour plus tard. Les centres Wildberries sont conçus pour fonctionner indépendamment les uns des autres. Donc si vous faites exploser l'un d'entre eux, vous causez énormément de dégâts. Vous laissez également probablement l'installation totalement irrécupérable, contrairement à ce qui se passe avec les raffineries. Mais vous n'interférez pas avec la capacité de fonctionnement des autres centres, tant que les commandes continuent d'arriver et que les détaillants continuent de vendre sur la place de marché Wildberries. L'inconvénient pour l'Ukraine ici, c'est qu'un seul centre de distribution ne vaut pas plusieurs fois sa propre valeur. L'avantage, c'est que chaque centre de distribution que vous touchez a à peu près la même valeur que le précédent. Les seules réserves concernent une perte de confiance dans l'entreprise elle-même et la taille des entrepôts. Wildberries essaie d'étendre ses opérations autant que possible, mais certains entrepôts sont plus grands que d'autres. S'il y a une marge de progression ici, c'est de viser le principal rival de Wildberries, Ozon. Pour la plupart, Ozon est resté hors du collimateur de Kiev, à quelques exceptions nébuleuses près. Un incendie d'entrepôt le 24 juillet, qui pourrait n'avoir été qu'un dommage collatéral d'une frappe sur Wildberries à proximité, et un incident le 31 juillet, que l'Ukraine présente comme une frappe délibérée, visant également une installation Wildberries dans le même complexe industriel, mais qui, selon Ozon, n'a causé aucun dégât. Maintenant, l'Ukraine ne se retient pas ici par générosité ou pour récompenser Ozon de ne pas vendre le même équipement à double usage que Wildberries. En fait, dans les pétitions publiques pour acheter des fournitures destinées aux soldats déployés, les liens vers Ozon sont à peu près aussi fréquents que ceux vers Wildberries. En réalité, cela revient encore une fois au modèle économique. Ozon s'est concentré sur un plus grand nombre d'entrepôts, mais de taille plus réduite. Mais pour être franc, ils ne sont pas des cibles aussi intéressantes pour l'Ukraine que les vastes installations de Wildberries. Néanmoins, on peut imaginer que si l'Ukraine détruit suffisamment de sites Wildberries, les plus petits sites d'Ozon deviendront la meilleure alternative. La troisième option consiste à faire un effort concerté pour frapper la production de missiles balistiques de la Russie. Et Kiev pourrait ne pas avoir beaucoup de choix ici. Vous avez probablement déjà entendu parler, que ce soit par moi ou ailleurs, de la pénurie importante de défense antimissile en Ukraine. Les taux d'interception des drones restent excellents, mais les interceptions de missiles ont chuté de façon spectaculaire,
en raison du manque de système patriote. Là où nous avions laissé cette conversation, c'était sur la possibilité que l'Ukraine doive choisir entre continuer à viser les cibles actuelles ou se concentrer sur la production de missiles de la Russie. C'est ici qu'entre en jeu le cliché inversé, selon lequel la meilleure défense, c'est une bonne attaque. Le calcul d'une réponse purement réactive n'est pas bon. Dans une interview sur CNN, Zelensky a déclaré que l'Ukraine dispose d'environ 60% d'intercepteurs en moins que l'année dernière, tandis que la Russie tire environ 2 fois plus de missiles balistiques. Des chiffres qui correspondent à peu près aux estimations de tiers. Cela faisait partie de la campagne de lobbying de Zelensky pour obtenir davantage d'intercepteurs patriotes. Il a ajouté que 5% des stocks américains permettraient à l'Ukraine de passer l'hiver et que 10% détruiraient tous les missiles russes. Maintenant, je n'ai aucun doute que l'Ukraine serait dans une meilleure position avec davantage de patriotes. Cependant, ces chiffres ne tiennent pas la route. Une approche purement défensive ne fonctionne pas. La Russie tire désormais plus de 100 missiles balistiques par mois. De façon optimiste, les États-Unis disposent encore de 1000 missiles patriotes dans leur stock. Encore une fois, de façon optimiste, en supposant un ratio d'interception de 1 pour 1, cela couvre au maximum un mois de missiles. Il faut agir sur le dénominateur russe pour que cela fonctionne. Le dilemme pour l'Ukraine est de savoir si le pays peut supporter les pertes civiles afin d'aggraver encore plus les problèmes politiques de la Russie. C'est faisable. Les décès de civils causés par ces armes sont probablement de l'ordre de quelques centaines depuis le début de l'année. Le taux augmente, et chaque mort civile est une tragédie, mais c'est la réalité politique à laquelle l'Ukraine est confrontée. Pour compliquer les choses, la Russie pourrait forcer la main de l'Ukraine en intensifiant les attaques contre les installations de production d'armement. C'est exact, Poutine est à la recherche de technologies MILF. Et aussi captivante que soit cette dernière phrase, si vous n'avez plus de missiles à tirer, alors il n'y a plus de dilemme. En fait, vous n'avez absolument rien à faire. Et ainsi, il devient donc nécessaire que la tech militaire ukrainienne traque les chasseurs de tech militaire russes. Les inconvénients ici sont nombreux. Premièrement, les installations de production ont tendance à être éloignées. Il est donc très pratique que l'Ukraine ait déjà affaibli les défenses aériennes de la Russie, sinon cela n'aurait peut-être même pas été une option. Deuxièmement, les installations de production sont fortifiées, non seulement pour cette raison précise, mais aussi parce que les bâtiments doivent être résistants aux explosions internes en cas d'accident. Cela compte d'autant plus pour le troisième point. Peu importe qui les tire réellement, la Corée du Nord fournit des missiles à la Russie. Il n'y a pas de victoire facile à obtenir avec une telle distance. On ne peut pas simplement envoyer un quadricoptère sur un bateau près de la péninsule coréenne, comme lors de l'opération Spiderweb. Il vous faut une véritable puissance de feu. Ainsi, nous revenons à notre ancienne discussion sur la nécessité de traquer les lanceurs, tout comme cela a été essentiel pour établir la supériorité aérienne lors de la guerre contre l'Iran. Enfin, nous avons la logistique alimentaire. Et j'ai gardé cela pour la fin, car c'est là que les choses deviennent les plus intrigantes. Si nous revenons au début de la campagne Wildberries, lors de la deuxième vague de frappe le 22 juillet, des drones ukrainiens ont frappé une usine de transformation de viande Mirator à Briansk. Comme à l'époque, il n'est toujours pas clair aujourd'hui s'il s'agissait d'une frappe intentionnelle. Les drones dévient parfois de leur trajectoire. Les systèmes de défense antiaérienne, qui, croyez-le ou non, existent encore en quelque sorte à l'intérieur de la Russie, peuvent aussi provoquer le crash de drones au mauvais endroit. La raison pour laquelle cela semblait intentionnel est le même argument à double usage que l'Ukraine a utilisé pour justifier les frappes sur Wildberry. Uritorg est l'un des plus grands fournisseurs de viande en Russie. Une partie de ses produits carnés est destinée à l'armée russe. Et étant donné que la frappe a eu lieu dans un oblast frontalier, il était raisonnable de conclure que l'Ukraine essayait peut-être d'asphyxier la logistique russe dans la région. Mais ensuite, le temps passe, et il n'y a pas eu de suite. Donc, c'était peut-être un accident. Peut-être que c'était intentionnel, mais aussi délibérément un acte isolé. Ou peut-être que les frappes Wildberry ont été tellement réussies que l'Ukraine a décidé de mettre les autres options de côté. Ce qui est crucial dans cette stratégie potentielle, mais dont on parle rarement, c'est que les systèmes de distribution alimentaire sont à l'opposé du modèle Wildberries. Rappelez-vous que les centres de distribution de type Amazon fonctionnent pratiquement de façon indépendante les uns des autres. Donc si vous en frappez un, les autres continuent de fonctionner. Et il est possible de rediriger les livraisons à partir des centres non touchés.
Il suffit simplement de parcourir de plus longues distances. La production et la distribution de nourriture ne fonctionnent pas comme ça. La plupart de ces produits sont périssables. Si vous détruisez un entrepôt, les détaillants en bout de chaîne ne peuvent pas simplement passer à un autre centre de distribution. Pas sans effectuer des calculs logistiques complexes pour s'assurer que tout arrive sur le site de livraison avant que la nourriture ne se gâte. Sans compter que l'alimentation est un secteur à faible marge, donc même ajouter une centaine de kilomètres supplémentaires à une livraison peut tout faire passer dans le rouge. Le fait est que les frappes contre les raffineries et contre Wildberries nécessitent un certain niveau de saturation pour semer le chaos dans l'ensemble du système. Ce n'est pas le cas pour le secteur alimentaire. Ainsi, il y a ici une plus grande valeur marginale pour Kiev à mettre quelques œufs dans ce panier afin de priver la Russie de la production d'œufs partout. La mise en garde essentielle ici est que l'Ukraine devrait fortement s'appuyer sur l'argument du double usage pour éviter les critiques concernant les dommages aux civils. Cela a fonctionné pour le récit concernant Wildberries, malgré des questions de proportionnalité, sans qu'aucune plainte ne soit encore formulée par les dirigeants occidentaux. Nous devrons attendre de voir si cette tendance se poursuit, si l'Ukraine suit cette voie. Ce sera beaucoup plus facile à réaliser si l'Ukraine limite ses frappes sur les installations de transformation alimentaire aux oblasts frontaliers, plutôt que par exemple d'en viser une à Moscou. Permettez-moi de conclure ici avec une petite variante de nos points à retenir. Oui, nous avons 4 options sur la table. Mais cela me rappelle ici l'ancien algorithme défensif. Si nous sommes capables de discuter des grandes logiques d'incitation en jeu ici, alors le Kremlin peut certainement les analyser aussi. Et les personnes là-bas ont aussi la capacité d'allouer des ressources défensives pour compenser leur vulnérabilité. En somme, cela a été une discussion un peu enjolivée sur la manière dont l'Ukraine et la Russie devraient calculer les avantages et les risques associés à chacune de ces stratégies. Il nous est impossible de dire laquelle se produira réellement. La Russie essaiera d'équilibrer ses vulnérabilités entre ses options, laissant de minuscules informations propres à chaque camp dicter ce qui se passera en pratique. Surtout en ce qui concerne ce qui ne nous a même jamais traversé l'esprit, alors que nous réfléchissions aux zones sensibles potentielles. Mais c'est certainement une énigme intrigante. Merci encore à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Allez sur ground.news/Lines on Maps ou scannez le code QR affiché à l'écran pour économiser 40% avec l'abonnement Vantage. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.